Le nouveau maître de l'Égypte s'explique, Hosni Moubarak en exclusivité sur Antenne 2. L'assassinat du juge à Marseille, la piste italienne. Cancun, les riches face aux pauvres. Demain, aux assises de l'Isère, le procès Matencio ou les brigades rouges à la française. 24 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après l'assassinat en pleine rue à Marseille du juge Pierre Michel, les milieux de la magistrature, de la police et aussi les milieux politiques donnent libre cours à leur émotion et à leur indignation. Le Premier ministre, Pierre Mauroy, a demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice d'étudier de nouvelles mesures de protection des magistrats. À Paris, le premier président de la Cour d'appel et le procureur général demandent aux magistrats d'apprécier eux-mêmes les moyens convenables pour manifester publiquement leurs sentiments. Le dossier de l'assassinat a été confié aujourd'hui au juge d'instruction Pierre Guérin, le mari de Madame Laurence Guérin, qui a instruit l'affaire d'Auriol. Sur place, à Marseille, Corinne Pertuis. Depuis midi et jusqu'à lundi matin 9h, le tribunal de Marseille est fermé. Les magistrats ne donnent aucune audience, sauf en référé en signe de deuil. Autour du palais, on continue à discuter. On y rend unanimement hommage au juge Michel, malgré les inimitiés que ses méthodes ont suscitées. Le juge Michel était un juge à la fois très remarquablement intelligent, très courageux et qui s'engageait personnellement dans ses dossiers, ce qui lui valait très souvent des accrochages avec les avocats, parce que chacun faisant son métier, le faisant à fond avec passion, il n'y avait pas de concession. Ceci étant, c'était un magistrat infiniment estimable parce qu'il ne s'est jamais comporté comme un gestionnaire de la justice. Il avait une vision très morale de son métier, il s'y engageait comme un homme à fond. Et à ce niveau-là, on doit avoir le plus grand respect pour la façon dont il se comportait. Son comportement, ses méthodes étaient à l'image de cet homme de 38 ans, acerbe, agressif, efficace. Dans ses dossiers, il fonçait, mais pour lui, il ne prenait aucune précaution. Hier midi, comme tous les jours, il a pris le même chemin qui, de son bureau tout près du palais de justice, devait l'amener chez lui, dans le quartier Sainte-Anne. Il ne changeait jamais d'itinéraire, une habitude dangereuse pour un homme menacé. Michel avait parfaitement conscience qu'il s'occupait d'affaires difficiles, qu'il avait affaire à des adversaires dont les intérêts étaient importants et qui ne reculent devant aucun moyen pour se débarrasser de quelqu'un qui peut gêner. Mais il ne se sentait pas particulièrement menacé ces derniers temps, du moins ne s'est-il livré à personne sur ce sujet. On dit qu'il était armé. Non, à ma connaissance, il n'était pas armé et il plaisantait même lorsque certains lui conseillaient de porter une arme. Il ne prenait donc aucune mesure de sécurité. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'après vous ? Non, les juges n'ont pas à être armés et la véritable protection des juges, c'est d'une part la loi, ce sont des machines à appliquer la loi, et d'autre part l'institution. Le juge n'est et ne devrait être qu'un rouage dans une institution. Si l'institution fonctionne comme elle doit fonctionner, les rouages sont interchangeables. Et à cet égard, on peut peut-être regretter l'extrême personnalisation de cette fonction à Marseille. Pour les magistrats, la solution pour leur assurer une plus grande sécurité serait donc de ne pas confier au même juge toutes les affaires de grand banditisme. Une trop grande spécialisation est sans doute l'erreur fondamentale de cette affaire. Sans cette erreur, la vie du juge Michel ne se serait peut-être pas arrêtée au pied de ce platane. La police française a envoyé à Palerme, en Sicile, un premier rapport informel sur l'assassinat. En effet, depuis un an, Pierre Michel travaillait en collaboration étroite avec 2 magistrats siciliens sur les liens entre la pègre marseillaise et les trafiquants de drogue de la mafia. De Rome, Victor Vraman. Il faut absolument rappeler une chose, c'est qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, une enquête menée conjointement par les polices françaises et italiennes permettait de découvrir en Sicile un laboratoire clandestin qui était en mesure de fabriquer 500 kilos d'héroïne par mois. Il y eut à cette époque 35 arrestations, aussi bien en France qu'en Italie. Or, il semble bien que ce réseau qui alimente le marché américain de la drogue n'a pas été complètement démantelé. Et comme le confirme le directeur du service italien antidrogue, c'est une vaste enquête qui est menée actuellement aussi bien en France qu'en Italie, et cela expliquerait pas mal de choses.
On ne peut pas exclure qu'il y ait des développements à bref délai. Il y aurait donc encore un lien entre Marseille et la Sicile. Je ne suis pas en mesure de vous le dire, et d'ailleurs, je ne suis pas autorisé à vous le dire. Il y a une enquête de la police judiciaire. Je ne peux pas vous dire ce que font en ce moment les policiers et les juges. Disons qu'on continue de travailler intensément. Est-ce que ce n'est pas cette enquête qui expliquerait la mort du juge de Marseille? Ce n'est pas moi qui peux l'affirmer. Mais il est certain que le juge Michel avait cette enquête entre les mains et qu'il s'en occupait d'une façon approfondie. Les obsèques du juge Pierre Michel auront lieu vendredi dans l'intimité. Le président de la République a envoyé ce soir un télégramme à sa veuve. Par-delà le drame qui vous frappe et l'atteinte que ce crime odieux porte à la magistrature, la disparition de votre mari touche la France tout entière, écrit donc le chef de l'État à Madame Michel. L'homme du jour, sur Antenne 2, le nouveau maître de l'Égypte, le président Hosni Moubarak. C'est au correspondant permanent d'Antenne 2 au Caire, Pierre Serra, que le président Moubarak vient en effet d'accorder la première interview qu'il donne à la presse française. Une interview où, vous allez le voir, le nouveau Raïs ne mâche pas ses mots, il a le langage de son physique tout en force. Pas question de remettre en cause Camp David et les accords avec Israël, notamment sur la question de l'autonomie palestinienne. We hope that we could reach the powers and the principles of the full autonomy, not the details of the full autonomy. Whenever we reach this, I think we will declare it and will ask the Palestinians and the whole Arabs and the whole world that what we reached. Whoever could add more will be very reluctant. If the Palestinians are pleased with the principles which we reached with the Israelis, it's all right, they could go on according to Camp David. If they are not pleased, well, tell them, then if you could bring any more concessions from Israel, we'll be very thankful. We are following the same way which was adopted by President Sadat for the peace process. He concluded the Camp David. We are following now the Camp David concerning the full autonomy. And after we reach the principles of full autonomy, then the Palestinians should take their case in their hand and carry on for the details. I think there is nothing new. For instance, would you go to Jerusalem as Sadat did if necessary? Why not? We established diplomatic relations. Why not? Well, is it a very strange thing for me to go to Israel? I don't think so. And concerning the Arabs, after the peace treaty between Israel and Egypt, which is a fact, the things should have been done was probably rapprochement with the other Arabs. I repeat again that we didn't sever the relations, that we didn't cut the diplomatic relations. We sacrificed a lot for the peace process. Prince Sadat sacrificed his life for the peace process, for the principles and the peace, and they realized that very much, rejectionist or moderate. And they don't realize it now, afterwards they were going to realize that very, very much. So to start, for me to start an initiative with our friends Arabs, I think it's too early to do such a thing. I'm on the principle, wait and see. I think it's much better for me. Well, Mr. President, you have a personal... I'm ready for any initiative. Really? I'm ready for any initiative with the Arab world. You welcome it? I welcome it, of course. But initiative comes from me or from the Arabs? From my side, I'm ready. But do they accept? On the basis that we can't cancel the Camp David. We can't cancel our treaty and our relations with Israel. And if they think over perfectly, they could realize that our relation with Israel
will help the whole peace process with the other Arabs. Une preuve de la continuité de la politique égyptienne, les experts égyptiens, israéliens et américains ont repris aujourd'hui à Tel Aviv leurs discussions sur l'autonomie palestinienne. Et puis un signal d'alarme tiré par Jérusalem, un véritable pont aérien fonctionnerait entre la Syrie et la Libye pour acheminer à Tripoli d'importantes quantités de matériel militaire et renforcer ainsi le colonel Kadhafi face à la nouvelle détermination égyptienne et américaine. Les 2/3 de l'humanité réunis autour d'une table ronde de 10 mètres de large à Cancun. Le sommet Nord-Sud a commencé aujourd'hui, après le dîner de travail qui a réuni hier les 22 chefs d'État et de gouvernement. Le risque d'une confrontation ouverte entre les États-Unis et les autres pays, à commencer par la France, semble atténué. Que peuvent être maintenant les résultats de ce sommet sans précédent? Disons que l'humeur sur place est à l'optimisme prudent. Bernard Benyamin. Cette première journée du sommet de Cancun a été en fait pour beaucoup une prise de contact très importante. En marge du dialogue Nord-Sud, on a pu voir par exemple François Mitterrand rencontrer le président algérien Chadli pendant plus d'1 heure, et il y a fort à parier que les deux hommes ont parlé du prochain voyage du président français en Algérie à la fin du mois de novembre. Ce sont donc 22 chefs d'État et de gouvernement qui se sont retrouvés tout à l'heure pour la séance inaugurale de la conférence de Cancun. Une assez longue séance au cours de laquelle les chefs de délégation ont eu 10 minutes chacun pour expliquer leur point de vue. Et c'est tout pour les centaines de journalistes qui couvrent la conférence. Aucun communiqué officiel ne sera diffusé à l'issue des 2 jours de réunion. Il y aura seulement une conférence de presse des 2 coprésidents, le Mexicain López Portillo et le Canadien Pierre Elliott Trudeau. Cela dit, on a pu voir aussi aujourd'hui un Ronald Reagan en pleine forme, en polo rouge et pantalon de toile. Le président américain a donné l'impression de vouloir travailler et travailler vite pour un nouvel ordre économique international. Poursuite des travaux demain et discussion entre autres du projet français qui veut mettre en place une coopération internationale globale pour mieux répartir les ressources du monde. À Anvers, aujourd'hui, plus de 5000 personnes, juives et non juives, ont manifesté leur solidarité aux victimes de l'attentat antisémite d'avant-hier. Toutes les associations juives de Belgique étaient représentées, tous les partis politiques et toutes les couches de la population. C'était le recueillement, mais aussi la protestation. La police affirme ce soir tenir une piste sérieuse en collaboration avec les polices étrangères. Les portraits robots du couple qui a loué la camionnette piégée vont être distribués. L'homme aurait un passeport maltais ou chypriote. Le fait du jour en France reste la démission de Pierre Moussa, le président de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Une démission qui fait date, à quelques heures après le vote de la loi nationalisant son groupe, surtout par la virulence des commentaires du pouvoir. Hier, c'était le ministre de l'économie, Jacques Delors, qui accusait M. Moussa de ne pas avoir rempli ses engagements. Aujourd'hui, c'est au tour du Premier ministre, Pierre Mauroy. Il y a des lois pour tous les citoyens et personne ne peut y échapper. Si on essaye de soustraire ce qui était à Paribas certaines de ses activités, je dis, c'est le Premier ministre qui parle, que M. Moussa ne se comporte pas comme un citoyen doit se comporter. Il a une mentalité d'émigré et ceci est très grave. Fin de citation. Une mentalité d'émigré, M. Mauroy n'y va pas de main morte. Pierre-Marie Thiaville, quel est donc ce contentieux d'abord entre le gouvernement et M. Moussa? Ce contentieux d'abord il s'appelle nationalisation parce que Pierre Moussa y était opposé, et puis il s'appelle surtout Paribas Suisse. Alors c'est une importante filiale de Paribas et c'est officiel depuis quelques heures. Cette filiale vient de passer sous le contrôle d'un groupe de sociétés et d'investisseurs étrangers. Ce groupe s'appelle Pargesa, il a été constitué spécialement pour ça à Genève. On y trouve des Américains, des Belges, des Suisses, tous partenaires de longue date de Paribas. Alors je vous fais grâce de l'offre publique d'achat, des participations croisées. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Assemblée nationale vient de voter la nationalisation de Paribas, mais que depuis cet après-midi, il en manque un morceau. Alors colère de gouvernement, sabotage économique, mauvais citoyens, émigrés, pour un peu on accuserait Pierre Moussa de haute trahison. Alors même sans aller si loin, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est quand même beaucoup pour un grand banquier qui apparemment n'a rien commis d'illégal, dont la valeur est reconnue par tout le monde, et qui, par-dessus le marché, est un ancien conseiller de Pierre Mendès France. Alors, vous voyez, d'autre part, même sans sa filiale suisse, même sans cette filiale Paribas Suisse, Paribas nationalisé pourra largement être le puissant outil financier dont veut se doter l'État. Alors, en fait,
cette fuite, parce qu'on peut appeler ça une fuite de la filiale suisse échappant à la nationalisation, c'est plutôt perçu par le gouvernement peut-être comme un camouflet que comme une catastrophe. Alors c'est peut-être cela, je crois, qui a justifié ou qui explique la gravité et la rare violence des qualificatifs dont on gratifie Pierre Moussa. Le gouvernement a le sentiment d'avoir été roulé. Pierre Moussa dit « J'ai essayé d'empêcher l'opération, je n'ai pas réussi et c'est pourquoi je démissionne ». Le gouvernement répond « Pas du tout, c'est vous qui avez tout organisé, vous avez fait passer des intérêts privés et étrangers de surcroît avant le service de l'État et ça c'est intolérable ». Alors c'est un procès qui pourrait durer comme ça a duré longtemps, mais finalement il est devenu un peu sans objet aujourd'hui puisque premièrement Pierre Moussa n'est plus le patron de Paribas, deuxièmement Paribas Suisse n'appartient plus au groupe depuis cet après-midi, et troisièmement la nationalisation du reste de Paribas est inéluctable. Alors vous voyez, accusation et justification, maintenant ça ne pourra plus changer grand-chose, même si quelqu'un a triché, maintenant les jeux sont faits. Mais est-ce que c'est un exemple qui pourrait être suivi par d'autres groupes nationalisables? Certains le craignent, mais je ne pense plus que ce sera aussi facile maintenant. En tout cas, une affaire qui empoisonne un peu plus encore le débat sur les nationalisations, qui, vous le savez, a gravement détérioré les rapports majorité-opposition. Hier, le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, a minimisé le rôle éventuel du Conseil constitutionnel, la juridiction suprême à laquelle l'opposition envisage de recourir pour prouver l'illégalité du projet de loi. Une Cour suprême, a dit M. Jospin, n'a jamais arrêté les grands courants de réforme. Le secrétaire général du RPR vient d'en appeler au président de la République. Bernard Pons demande au chef de l'État, je cite, de faire cesser ses excès, de dissiper ces tentatives d'intimidation qui sont indignes d'une démocratie. Si la Constitution est violée par acharnement partisan, sous-entendez, si l'avis du Conseil constitutionnel ne fait pas autorité, que restera-t-il de nos libertés, demande M. Pons. À l'Assemblée nationale, me dit Daniel Brem, 5 articles du projet de loi ont été adoptés cet après-midi, un record. Les socialistes ont renoncé à leur temps de parole pour aller plus vite. En revanche, le Sénat a repoussé le projet des nationalisations de la sidérurgie. Cet appel de M. Pons au président de la République pour qu'il éclaire ou infirme les propos du chef de son propre parti, le Parti socialiste, illustre en tout cas de façon exemplaire le thème qui, à partir de demain à Valence, va occuper tous les élus et tous les cadres du Parti socialiste. Quel est le rôle du Parti socialiste au pouvoir et face au pouvoir? Si les courants ne sont plus à la mode, quel mode de fonctionnement trouver entre parti godillot et parti rebelle? Déjà, entre le parti proprement dit, le groupe parlementaire et le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement et l'Élysée, il y a eu des exemples de friction. Notre dossier du jour, Patricia Charnelet. Depuis les élections, les rapports entre le Parti socialiste, le groupe et le gouvernement oscillent entre l'épreuve de force et la réconciliation. Des deux côtés, on découvre l'exercice du pouvoir et les hommes doivent concilier l'efficacité et le débat démocratique. D'où de multiples rencontres pour tenter de trouver des compromis. Lionel Jospin voit ainsi le président de la République 2 fois par semaine. Quant au Premier ministre, Pierre Mauroy, eh bien, il a dû affronter le groupe socialiste à propos de l'énergie et il a usé de toute son autorité pour convaincre les parlementaires réticents de la nécessité de 6 centrales nucléaires. Un autre exemple. Tous les mercredis soirs, à 19h, se réunit le bureau exécutif du Parti socialiste. Les ministres y défilent pour expliquer leur politique et la discussion y est souvent très vive avec tous ces responsables de la rue de Solferino. Et de même, face au groupe socialiste, Laurent Fabius devra défendre son budget, contesté sur de nombreux points par ses nouveaux députés. Sur le fond maintenant, voyons d'abord comment l'Élysée et son secrétaire général envisagent dans cette affaire le rôle de chacun. Dans notre démocratie, il ne peut pas y avoir de confusion, sous aucune forme, entre le parti et l'État. C'est vrai, la marge de manœuvre pour le Parti socialiste est très étroite. Il doit faire face aux réalités du pouvoir sans être traité de parti godillot. Il faut que les Français se rendent compte que c'est du débat, c'est d'un échange vivant entre le gouvernement et les formations représentées au Parlement, à la majorité, le Parti socialiste, qui a la majorité absolue à lui tout seul, que peut naître la définition d'une bonne politique pour la France. Et non pas d'un gouvernement qui donne des ordres et qui est obéi, ou d'un parti qui s'assujettirait le gouvernement. C'est pas comme ça, c'est une relation vivante. L'immeuble Cyprès
C'est du groupe socialiste qu'il faut attendre la plus grande indépendance, même si ses membres doivent respecter la règle d'unité de vote. Sur plusieurs projets de loi, en effet, certains députés se sont fait entendre. Sur les immigrés, l'énergie, bientôt sur le budget, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas totalement d'accord avec le gouvernement. Jusqu'à présent, celui-ci s'est félicité de ce débat interne. Ce sont des hommes libres, a dit Pierre Mauroy. Les raisons de cette discussion sont simples. Loin du face de l'Assemblée, dans leur circonscription, les élus sont interpellés par les militants confrontés avec les problèmes sociaux. Regardez, dans la Seine-Saint-Denis, Véronique Neyertz, nouvelle élue, doit se battre contre le chômage. Dans cette agence pour l'emploi, il faut 3 semaines pour se faire inscrire, faute de personnel. Un gouvernement au pouvoir court toujours un risque d'isolement. Ce qui est le cas, selon vous, déjà actuellement? C'est toujours une tentation, c'est toujours un risque, surtout lorsque dans un gouvernement, il y a beaucoup de technocrates. Nous sommes des hommes de terrain, nous les élus. Nous sommes en contact avec la réalité et nous servons justement de liaison entre un gouvernement qui est occupé avec les tâches de responsabilité du pouvoir et ce qui se passe sur le terrain, ce que la population nous dit et vit tous les jours. Vigilance, critique, les députés socialistes ont bien l'intention de faire fonctionner l'Assemblée. Et s'il y a un jour conflit avec le gouvernement, c'est sans doute le président de la République qui tranchera. Le congrès du parti, qui se réunit donc à Valence demain jusqu'à dimanche, doit être, sous le signe de l'unité, le point de départ d'une vaste mobilisation, selon Lionel Jospin, qui sera reconduit dans ses fonctions de premier secrétaire. Renaud Billancourt était dans la rue ce matin. Fidèle à sa tradition, le haut-lieu ouvrier de Boulogne-Billancourt a organisé un grand cortège de protestation à l'appel de l'intersyndicale. Plusieurs milliers de travailleurs étaient dans la rue. Avec eux, Martine Gilson. Ils étaient plusieurs milliers ce matin à manifester à Billancourt pour réclamer tout à la fois la fin du chômage technique, l'augmentation des salaires et la retraite à 55 ans. Mouvement moins suivi d'après la direction que la semaine passée. 13h, les banderoles repliées, les Renault, comme on les appelle, se retrouvent à la cantine et commentent la matinée. Il y avait beaucoup de locaux. J'ai vu pas mal de mecs en costard qui étaient émigrés. Apparemment, il y avait des locaux quand même. Parce qu'il y avait aussi les étames. Hein? T'as remarqué, toi, hein? Chez les pros, c'était bon aussi. Vous avez débrayé ce matin? Oui. Jusqu'ici, ça n'a servi à rien, ces débrayages. Eh bien, on espère bien que celui-là d'aujourd'hui, s'ajoutant aux autres, ça va commencer à servir à quelque chose. Parce que c'est à désespérer si la régie, elle comprend pas qu'il faut ouvrir des négociations. Qu'en gros, depuis le 10 mai, dans ce pays, il y a des choses qui ont changé. Mais que pour les secteurs nationalisés comme nous, pour les Renault, il n'y a rien qui a changé. Je crois qu'il y a des légitimes impatiences, comme on dit. Impatience partagée, apparemment. Depuis le début de ce conflit, il faut voir toute la perte que la direction a déjà eue. Et si la direction veut bien vendre ses voitures, il faudra qu'elle vienne négocier sérieusement. Sinon, nous, on ne prend pas la voie non plus. Ce soir, syndicats et direction sont réunis pour une rencontre prévue de longue date. On ne sait pas encore s'ils ont parlé des revendications. En attendant, depuis le 2 octobre, pas une seule R4 ne sort de l'île Seguin. Georges Marchais ira demain aux usines Renault-Billancourt s'adresser aux ouvriers. Rappelez-vous, cela se passait il y a 5 ans à Grenoble. Un tueur fou, terrorisait la région, narguait la police et au nom d'un groupe mystérieux, les Brigades Rouges 666 assassinaient et réclamaient rançon. Joël Matincio, 33 ans, va comparaître à partir de demain devant les assises de l'Isère. Il avait été confondu à cause de sa voix. L'affaire est un vrai roman policier. Paul Lefebvre. L'affaire Matincio se résume, s'articule dans ce document d'accusation autour de 4 visages. Les 2 premiers, les voici. Christian Leroy, 25 ans, Muriel Ferrari, 21 ans. Ces cartes d'identité accompagnaient une demande de rançon, 350 millions de centimes, que voici, signée Brigade Rouge 666. On était le 19 juin 76. L'affaire Matincio commençait avec l'annonce de l'enlèvement de ce couple dont on devait retrouver la voiture une semaine plus tard dans les bois sur la route de Champs-Rousse.
Entre-temps, les messages, les coups de téléphone des ravisseurs, toujours la même voix d'ailleurs, se multipliaient. L'interlocuteur privilégié semblait être M. Kim, maire d'Échirolles, une commune périphérique de Grenoble. Dans ses messages, le ton se durcissait, la rançon augmentait. Tout cela détériorait le climat à Grenoble où la police, apparemment impuissante, multipliait les contrôles à la recherche de ces fameuses brigades rouges 666. Troisième visage, le voici, Olga Moïsenko. Alors qu'un message venait d'annoncer l'exécution par pendaison de Muriel Ferrari et de Christian Leroy, un homme masqué et armé surgit le 23 juillet 1976 auprès d'un couple de fiancés qui s'était isolé dans la campagne. Olga Moïsenko, 21 ans, est obligée de ligoter son fiancé puis de suivre l'inconnu. Personne ne leur reverra plus jamais. Durant tout l'été 76, les brigades rouges 666 semblent narguer la police et y prendre plaisir, semer la terreur et s'y complaire. Les messages s'additionnent, parfois incohérents, parfois étranges, ainsi réclamant la gratuité des transports urbains à Grenoble ou des distributions de vivres aux indigents par les grands magasins. Nouveau défi, sinistre, le 1er octobre 76. Un plan dans une lettre permet de retrouver, ici près de Saint-Martin-du-Riage, les corps enfouis sous des branchages de Christian Leroy et de Muriel Ferrari. Ils sont morts depuis longtemps, sans doute depuis le jour de leur enlèvement, mais personne ne peut précisément dire comment, par qui et où. Le 16 octobre 1976, toutes les radios et toutes les télévisions diffusent cet enregistrement de la voix qui transmettait les messages. Voilà donc cet enregistrement destiné à permettre de mettre un nom et un visage sur cet homme. Un enregistrement qui, je vous le rappelle, date de quelques mois avant la découverte des 2 premiers meurtres. Allô? Je lui fais un message. Oui, allez-y. Qu'il se rende au glacier Place Notre-Dame. Place Notre-Dame? Oui, qu'il trouvera les instructions dans les toilettes hommes. Voilà. Qu'il trouvera les instructions dans les toilettes hommes. D'accord. Dans le soupirail de ventilation. Air. D'accord. D'accord, merci. À 10h du soir, le même jour, Jean-Pierre Fernandez, gardien de la paix à Grenoble, se présentait à la police judiciaire. J'ai reconnu la voix, disait-il, c'est celle de mon beau-frère Joël Matencio, je ne sais pas où il est. Dans la nuit, le père et les sœurs de Joël Matencio confirmaient. Hier soir, on a écouté la télé comme tout le monde avec mon mari. Et on a reconnu la voix de mon frère. Joël Matencio, 4e visage, 28 ans, marié, 3 enfants, garçon de café, plusieurs fois condamné. Déjà impliqué dans l'assassinat à Lyon en 74 d'un régissime hôtelier, Yves Marin-Laflèche. Le juge François Renaud l'avait inculpé puis relâché faute de preuves après quelques mois de prison, quelques jours d'ailleurs avant d'être lui-même assassiné par des inconnus jamais retrouvés. Largement allégé ou estompé, sans quoi, dans une affaire criminelle de cette gravité et de ce retentissement, il est clair que M. Matencio n'aurait pas été mis en liberté. 4 jours plus tard, recherché par toutes les polices de France, Joël Matencio est arrêté à Paris. D'abord, il nie tout. Ensuite, il s'installe dans un système de défense qui n'a pas varié. Oui, dit-il, oui, j'ai écrit, oui, j'ai téléphoné. Mais je l'ai fait sous la menace de 5 personnes qui étaient les Brigades Rouges 666. Voilà, tout l'accuse, sauf qu'il est vrai qu'il n'existe pas de preuve directe de sa participation aux 3 meurtres. 3 meurtres, 2 plutôt, car le corps d'Olga Moïsenko n'a jamais été retrouvé. Ainsi, personne ne peut jurer qu'elle soit morte, sauf Matencio, s'il parle. Une dépêche qui tombe à l'instant, le président Mitterrand vient de se prononcer pour l'envoi au Tchad d'une force interafricaine. C'est donc un communiqué qui nous vient de Cancun. Le président français vient de demander au président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, le président du Kenya, d'envoyer de toute urgence une force au Tchad. Le Tchad, je vous le rappelle, est occupé par les troupes libyennes. Les résultats du Carté maintenant, vous deviez